L'affaire Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck-sur-Mer, épisode 1. C'est une nuit sans étoiles, sur une plage du nord de la France. Le coefficient de marée est très fort, la mer est déchaînée et la nuit glaciale. Un petit corps emmitouflé dans un épais manteau sera bientôt avalé par les vagues. Une enfant de quelques mois, abandonnée par sa mère. Cette histoire tragique est celle d'Adélaïde, 14 mois, retrouvée morte sur la plage de Berck-sur-Mer par des pêcheurs de crevettes le 20 novembre 2013. Un an plus tard, Fabienne Cabou est condamnée à 15 années de prison en appel après 2 procès retentissants. Pourquoi cette femme, dotée d'une intelligence supérieure à la moyenne, en couple avec un homme de 20 ans, son aîné, a-t-elle souhaité la mort de son enfant ? Pendant 4 épisodes, je vais vous raconter l'infanticide de Berck-sur-Mer qui a marqué la France entière. Une histoire de folie, de vaudou et de solitude. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. « 20 novembre 2013, 8 heures du matin. Les mouettes, dans une danse bien orchestrée, survolent les hautes dunes de Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Il fait à peine 6 degrés. Le ciel est bas comme la mer. 2 amis pêcheurs replient leurs filets. La pêche a été exceptionnelle. Ils ont récolté chacun près de 8 kilos de crevettes roses. En remontant la plage, ils aperçoivent 2 collègues qui leur font de grands signes. À leurs pieds, une petite masse noire. De loin, ils pensent à un phoque échoué. Il y en a beaucoup par ici, ce qui fait la joie des touristes en haute saison. Mais en s'approchant, non, ce n'est pas un phoque. C'est un bébé humain sans vie. Deux policiers du commissariat de Berck, appelés en urgence, arrivent sur la plage, suivis des pompiers. Tous découvrent horrifiés ce petit corps emmitouflé dans une combinaison pilote bleue, la tête lovée dans une capuche, sur le dos, les yeux grands ouverts. Malgré le sable qui lui mange une partie du visage, ils n'ont aucun doute. Il s'agit d'une petite fille. Elle a un hématome à l'œil et du sang séché au niveau du nez. Que s'est-il passé ? S'agit-il d'un accident ? D'un meurtre ? Où sont ses parents ? Les policiers parcourent les 7 km de plage à la recherche d'un indice. En vain. À son tour, le médecin légiste arrive sur les lieux. En 20 ans de carrière, des corps noyés, rejetés par la mer, il en a vu. Mais un bébé, jamais. Les hommes, comme dans une prière commune, entourent ce petit corps, la boule au ventre, sans réussir à se parler. Mais ils le savent, chaque minute compte. Alors il faut surmonter cette émotion qui les submerge. À l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, la petite fille est autopsiée. Elle doit avoir entre 12 et 17 mois, pèse un peu plus de 9 kilos, mesure 74 cm et a 6 dents. Cette petite n'a pas encore d'identité, mais elle a des chiffres. Concernant les causes de la mort, les constatations sont sans appel. Elle s'est noyée. Son corps n'a pas séjourné longtemps dans l'eau. Elle n'a aucune fracture, aucune lésion, rien qui pourrait faire penser à de la maltraitance. Ses vêtements sont délicatement étalés sur une table, en vue d'être photographiés comme le veut la procédure. Une petite salopette mauve à pois d'une marque célèbre pour enfants, un body à manches longues, des collants chauds et des petits souliers montants en cuir bleu de première marche. Ce bébé était bien traité, certainement de bonne famille. C'est en tous les cas ce que pensent les enquêteurs. Aurait-elle pu tomber d'un ferry faisant la traversée entre la France et l'Angleterre, d'un bateau de plaisance ?
Un hélicoptère de la Marine nationale survole la zone pour vérifier qu'une embarcation n'a pas chaviré. Rien. Aucun accident de bateau n'a eu lieu ces dernières heures. Et dans la région, personne n'a déclaré la disparition d'un enfant. Et si ce bébé avait volontairement été abandonné sur la plage? La marée montante a avalé toute trace d'indice sur le sable. Les rues qui jouxtent la marina sont inspectées. Abandonnée derrière une haie, une poussette canne repliée est retrouvée par une patrouille. L'affaire vient de prendre une autre tournure. Le procureur décide d'ouvrir une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. C'est la police judiciaire qui va reprendre l'affaire. La petite station balnéaire est en émoi. Les Berquois ne cachent pas leur inquiétude, d'autant que la mort de la petite fille intervient après une suite de décès suspects sur la même plage. 3 personnes retrouvées mortes sur le sable berquois en l'espace de 3 mois. La nouvelle secoue évidemment les Berquois, intrigués par les circonstances de ces drames. C'est bizarre quand même, hein. C'est plutôt une coïncidence qu'inquiétant. Qu'une petite fille puisse disparaître sans que personne ne s'inquiète, c'est plutôt inquiétant. Après les accidents, on peut pas tout prévenir, c'est pas possible. C'est pas la réputation de Berck qui est en cause, mais enfin disons qu'il y a une suite de coïncidences un peu étranges. En basse saison, le littoral, un hôtel de bord de mer, est plutôt calme. Jürgen, le gérant, surfe sur Internet quand il tombe lui aussi sur l'info. Des pêcheurs ont découvert un bébé mort noyé sur la plage. La plage est à quelques pas seulement de son hôtel. Jürgen a un flash. Il regarde sur son listing « Cabou » avec un C. Chambre 11, du 19 au 20 novembre. Une jolie femme de couleur, cheveux tirés, épais manteau noir. Will s'en rappelle, elle a quitté l'hôtel ce matin en réglant la nuitée en liquide et elle a précisé qu'elle avait passé une bonne nuit. Elle est repartie seule, mais la veille, il en est certain, elle était avec un bébé dans une poussette. Jürgen appelle immédiatement la police. L'hôtelier raconte aux enquêteurs que Madame Cabou, qu'il a donc écrit avec un C, mais il n'est pas sûr de l'orthographe, est ressortie hier vers 21h avec son enfant dans sa poussette. Ça l'a surpris d'ailleurs. Si tard, en pleine nuit, et avec un bébé. En novembre, les restaurants sont fermés. Et puis, il faisait froid, pas plus de 0. Moins d'une demi-heure après, il l'a entendue rentrer. Enfin, il a supposé que c'était elle, car il ne l'a pas vue. Il n'était pas à la réception à ce moment-là. Les policiers se rendent immédiatement à l'hôtel Le Littoral. La chambre de Madame Cabou vient d'être faite, mais il reste un papier d'emballage d'un sandwich et un gobelet dans la poubelle. Des éléments précieux. Vêtus de blanc, les hommes de la police scientifique débarquent dans la chambre 11 à la recherche de traces ADN et palmaires. Les échantillons prélevés sont envoyés au laboratoire d'analyse de la police scientifique. 2 ADN féminins sont retrouvés et l'un des 2 correspond avec celui du bébé. Sur la poussette, même chose, même famille. Pour les enquêteurs, la dame qui a séjourné à l'hôtel a probablement abandonné son enfant sur la plage avant de repartir. L'ADN de la mère est inconnu. Elle n'est pas répertoriée au fichier des empreintes génétiques. Elle n'a donc jamais eu affaire à la justice. Et puis, il y a ce nom, Cabou, sans certitude qu'il s'agisse de la bonne orthographe, comme l'a bien précisé l'hôtelier. Dans la région, ce nom est introuvable. Reste à étudier les vestiges du repas retrouvé dans la chambre de la voyageuse. Sur le papier d'emballage, il est écrit « Autogrill ». C'est une chaîne de restauration italienne pour voyageurs qui n'existe pas à Berck-sur-Mer, mais que l'on peut trouver dans quelques gares parisiennes et notamment à la gare du Nord. Le début d'une piste. Un gros travail attend les enquêteurs. Ils vont devoir visionner toutes les vidéos des caméras de surveillance des gares avec des trains en direction de Berck-sur-Mer, mais aussi les stations de cars alentours en date des 19 et 20 novembre. Les policiers recherchent une femme de couleur d'une trentaine d'années, portant une doudoune noire avec un bébé dans une poussette. C'est la description donnée par l'hôtelier. Après des heures et des heures de visionnage,
les images parlent. Le 19 novembre, en fin de matinée, gare du Nord, on voit clairement une femme correspondant au signalement s'engouffrer dans le hall avec une poussette. Elle se rend à un guichet, puis jette un œil en direction d'une caméra avant de disparaître dans un TER, direction Rang-du-Fliers près de Berck-sur-Mer. Le lendemain, la même silhouette, dissimulée derrière la capuche de sa doudoune noire, descend d'un train à la gare du Nord et rejoint le RER B, probablement en direction du sud-est de Paris. Mais cette fois-ci, elle n'a ni poussette, ni bébé. Ce 21 novembre 2013, tous les médias relayent l'appel à témoins de la police avec une capture d'écran d'une caméra de vidéosurveillance où l'on voit la femme recherchée dans la gare avec le bébé dans sa poussette. Un numéro vert est ajouté. Il n'y a plus qu'à attendre et espérer que des personnes se manifestent. C'est le juge d'instruction Hervé Vlaminck qui se charge de cette affaire, un ancien policier rodé aux affaires criminelles. Dans son bureau, les témoins qui ont vu la femme peu de temps avant la mort du bébé défilent et racontent. Une gentille femme. Elle voulait savoir comment se rendre à Berck depuis la gare. Ça se voyait qu'elle aimait son enfant. Elle était détendue. Elle cherchait la plage. Elle cherchait un hôtel pas cher. Elle voulait l'horaire des marées. Mis bout à bout, ces quelques témoignages constituent les pièces du puzzle de cette enquête si particulière. Pendant que le magistrat recueille les témoignages, les enquêteurs étendent leurs recherches au fichier national des étrangers. Et là, un nom apparaît. Kabou. Non pas avec un C, mais avec un K. Fabienne Nadège Kabou, née à Dakar au Sénégal le 14 juin 1977 et domiciliée chez Monsieur Lafont à Saint-Mandé, en région parisienne. « 29 novembre 2013. Depuis qu'il est à la retraite, l'ancien cadre commercial Michel Lafont se consacre entièrement à sa passion, la sculpture. Ce matin, dans son atelier de Saint-Mandé, il est en pleine création. Il aime travailler le bois, la matière qui se transforme sous les coups de ciseaux. Michel a décidé de sculpter le petit corps d'Ada dans un mouvement joyeux. Depuis que sa fille est partie, ses gazouillis, ses petits rires lui manquent terriblement. L'atelier est bien trop calme sans elle. À 66 ans, il n'aurait jamais imaginé devenir père à nouveau. Au début, il a pris peur. Il n'a pas voulu s'investir. Mais comment ne pas fondre devant cette petite bouille qui vous regarde avec ses beaux yeux bleus? La vie est ainsi faite, avec son lot de désagréments et de bonnes surprises. En pleine rêverie, Michel est coupé par la sonnerie du téléphone. À l'autre bout du fil, un officier de police judiciaire de Nanterre déclare avoir retrouvé un enfant mort sur la plage de Berck-sur-Mer. Michel ne sait pas quoi répondre. À vrai dire, il ne comprend pas grand-chose à cet appel. Le policier lui demande s'il n'hébergerait pas une dame qui se nomme Fabienne Kabou. Si, bien sûr, il s'agit de sa compagne, la mère de sa fille, Adélaïde. La petite est partie la semaine dernière pour le Sénégal. Elle a rejoint sa grand-mère, précise-t-il. Avec sa thèse à finir, Fabienne a préféré confier leur fille à sa mère pour se consacrer entièrement à son travail. Puis l'enquêteur demande à Michel si sa fille portait une salopette mauve à pois la dernière fois qu'il l'a vue. « Oui, répond le retraité, c'est d'ailleurs lui qui lui a acheté. »« Et Fabienne a-t-elle un sac marron ?»« Oui, elle a bien un sac marron. » Michel raccroche. Sa vie vient de basculer. Sa fille est morte et il va bientôt découvrir un tout autre visage de la femme qui partage sa vie depuis 10 ans. La police judiciaire de Nanterre est devant l'atelier de Michel. Ce n'est pas lui qui les accueille, mais Fabienne Kabou, la femme qu'il recherche depuis 9 jours. Elle est calme, polie, presque trop. Les officiers s'adressent au couple. Le corps d'une petite fille retrouvée sur la plage de Berck-sur-Mer il y a 9 jours, ça vous parle ? Michel ne comprend pas. Les policiers lui demandent « Elle est où, votre fille ?» Fabienne répond l'avoir confiée à sa mère il y a un peu plus d'une semaine pour se consacrer à sa thèse sur le philosophe Machiavel. Elle a également l'intention de trouver un travail pour accueillir à nouveau sa fille
dans de bonnes conditions. Ada, c'est le surnom de la petite, et sa grand-mère se sont envolées pour le Sénégal. Michel acquiesce. Fabienne, à la demande des policiers, décrypte la tenue que portait sa fille le jour de son départ. Les policiers se regardent. C'est la même que celle découverte sur le bébé de la plage. Michel vacille. Les hommes de la brigade de Nanterre, eux, n'ont plus aucun doute sur la culpabilité de la femme qui leur fait face. Le regard du sculpteur se perd entre le balai des policiers qui retournent l'atelier et Fabienne, telle une statue de pierre, les jambes croisées, qui ne dit mot. On imagine Michel s'énerver. « Dis quelque chose, bon sang, appelle ta mère au Sénégal !» Dans l'entrée, les policiers font une découverte. Les bottes de Fabienne, recouvertes de sable séché. Michel n'avait même pas fait attention à ce détail. Sur le porte-manteau, les hommes en bleu emportent la doudoune de Fabienne et son sac à main marron. Puis, tout s'enchaîne. De longues couvertures sombres sont jetées sur la tête de Michel et Fabienne, et voilà qu'on les embarque. Michel entend les flashs des appareils photo qui crépitent autour de lui et la présence de nombreuses personnes. Sirène hurlante dans les rues de Paris, le retraité pense être dans un mauvais film. Assise dans un bureau sans âme du commissariat de Nanterre, la jeune femme de 36 ans fait face à 2 enquêteurs de la PJ. Sa garde à vue a démarré depuis qu'elle a quitté l'atelier. Elle est bien étrange, pensent les policiers. Avec son regard impénétrable, caché derrière des lunettes aux montures noires, ses cheveux tirés en arrière qui dégagent son visage gracile. Fabienne raconte que sa fille est partie au Sénégal avec sa mère le 20 novembre. La charge d'un bébé, alors même qu'elle tente de terminer sa thèse de philosophie, ce n'était pas évident. Et puis, elle s'est dit que là-bas, en Afrique, Ada serait bien. Elle aussi a passé sa jeunesse à Dakar. C'est important pour la petite de connaître ses origines, de créer du lien avec sa famille sénégalaise. La jeune femme raconte avec beaucoup de détails le départ de sa fille. La veille, le 19 novembre, elles ont dormi chez une de ses amies. Sa mère, venue exprès du Sénégal, les y a retrouvées. Le lendemain, la petite fille s'est envolée avec sa grand-mère pour Dakar par un vol Air France. Les enquêteurs écoutent patiemment le discours bien rodé de la jeune femme et retranscrivent chacun de ses mots sur un procès-verbal. Mettre les gens en confiance, ils savent faire. Mais la plaisanterie a assez duré. Maintenant, ils veulent la vérité. Sur la table, ils étalent les photos des vêtements de la petite Adélaïde, les captures d'écran de la gare du Nord avec la silhouette de Fabienne. En se reconnaissant sur les photos, elle vacille. Où se trouve Ada actuellement? Je ne sais pas. Elle est partout pour moi. Je l'ai tuée, je lui ai planté un couteau dans le ventre. En fait, j'ai mis fin à ses jours car c'était plus simple comme ça. Mon seul enfant. Non, madame, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, c'est pas comme ça. J'ai pris le train jusqu'à Rendu-Fliers. J'ai payé en liquide, puis je me suis rendue en car à Berck-sur-Mer. Dans le bus 86, il y avait une femme avec 2 enfants. On a presque sympathisé. Elle trouvait Ada assez mignonne. J'ai trouvé un hôtel à Berck, j'ai pris une douche chaude, je me suis assoupie et je suis repartie avec Ada. La poussette sous le bras, ma fille sous l'autre. Je n'arrivais plus à dire stop. On a d'abord un peu joué sur la plage. Je lui ai demandé pardon de ce que j'allais faire. Je lui ai donné le sein, elle s'est assoupie et je suis partie. Je savais que la mer allait l'emporter. Pourquoi avez-vous choisi Berck? J'aurais pu choisir le Touquet, mais voyez-vous, le Touquet, ça sonne comme les vacances. Moi, je cherchais quelque chose de moche, de sinistre. Berck, c'est moche, et puis il y a des grandes marées.
Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, les terribles aveux de la mère de la fillette retrouvée morte la semaine dernière sur la plage de Berck-sur-Mer. Elle a été mise en examen à écrou et une marche blanche était organisée aujourd'hui dans la ville en souvenir de l'enfant. Voilà, la mère vient d'avouer le meurtre avec préméditation de sa fille. Fabienne explique que son couple battait de l'aile. Michel serait devenu agressif. Une situation compliquée pour une enfant. Et puis cet atelier avec toutes ces statuettes et ces objets qui traînent partout, ça devenait dangereux pour Ada depuis qu'elle marchait. D'ailleurs, Michel n'arrêtait pas de lui répéter que ce n'était pas un endroit pour une gamine. Dans un autre bureau de la PJ de Nanterre, c'est un homme abasourdi qui fait face à d'autres policiers. Michel est entendu comme simple témoin. Il a le regard vide. Le sculpteur livre sa version des faits. Le 20 novembre, dans la soirée, Fabienne est rentrée à la maison. Elle était calme, distante. Lui, cafardeux. Sa petite lui manquait. Depuis la veille, des moments de bonheur avec sa fille tournaient dans sa tête. Adélaïde qui riait en montrant de son petit doigt les canards qui semblaient glisser sur le haut bois de Vincennes. Ses petits pieds chauds qui venaient lui chatouiller les hanches dans le lit le matin. Michel est retourné au fond de l'atelier pour finir la sculpture d'Ada en train de courir. Puis les jours se sont écoulés. Fabienne l'a plusieurs fois rassurée en lui racontant que sa mère l'avait appelée pour lui dire que tout allait bien. Ada est heureuse et s'acclimate bien à sa nouvelle vie africaine. Dommage, il a à chaque fois raté les appels de sa belle-mère. Il faut dire que Michel est souvent absent la journée, au chevet de son frère, en proie à de gros troubles psychiatriques. Et puis, il y a eu le coup de fil de la police. En déroulant le fil de son histoire, Michel prend conscience du tissu de mensonges que Fabienne lui a fait gober depuis le début de leur relation. Pourquoi n'a-t-il rien vu? Comment a-t-elle pu tuer leur fille? Au petit matin, il est relâché. Dehors, le ciel a la couleur de sa tristesse, gris délavé. Fabienne, elle, a été mise en examen pour l'assassinat de sa fille. Elle quitte Nanterre pour le palais de justice de Boulogne-sur-Mer. Maître Fabienne Rohan-Nancion, célèbre avocate du barreau de Boulogne-sur-Mer, s'est portée volontaire pour défendre la mère infanticide. Grande, élancée, cheveux coupés courts et gris, elle porte la robe quand elle rencontre pour la première fois Fabienne Cabou. Fabienne Cabou ne veut pas d'avocat. Son acte n'est pas défendable, elle le sait. Elle n'a rien à attendre de ce qui va suivre, sauf sa condamnation. La rencontre avec le juge Vlaminck tourne court. Le magistrat lui notifie sa mise en examen pour le meurtre de sa fille avec préméditation. En attendant la suite de l'instruction, elle est déférée à la maison d'arrêt de l'île Sectin. Dehors, la foule gronde. Reporters et boulonnais attendent de voir le visage du monstre. À la sortie du palais de justice, les deux Fabiennes, escortées par des policiers, tentent de se frayer un chemin sous la lumière crue des caméras, les huées et les insultes des badauds. Maître Rohan-Nancion accorde quelques mots à la presse à la sortie de la garde à vue de sa cliente. Elle ne cherche pas à se trouver des excuses. Et au contraire, elle dit n'être pas défendable. Elle réalise ce qu'elle a fait. Elle est totalement consciente de ça. Bien sûr qu'elle exprime des remords. Pour quelle obscure raison cette mère intelligente et cultivée a-t-elle tué son enfant? Qui est Fabienne Cabou? Dakar, 1977. Les longs rouleaux de l'Atlantique viennent s'écraser sur le sable chaud de la plage qui borde la capitale du Sénégal. À cette époque, les surfeurs n'ont pas encore envahi la côte.
Dans cette mégalopole magnétique, 2,5 millions d'habitants se croisent jour et nuit dans une danse frénétique. Les femmes portent des boubous aux couleurs chaudes et chatoyantes. Angèle, la mère de Fabienne, travaille dans un cabinet d'avocats. Fabienne grandit dans un quartier privilégié de la ville, celui des intellectuels et des gens fortunés, où l'on maîtrise les subtilités de la langue française. Son père, Étienne Cabou, est interprète pour l'ONU. Les parents de Fabienne ne vivent pas ensemble. Ils n'ont jamais été en couple. L'enfant est né à la suite d'une soirée d'égarement, c'est comme ça. Fabienne étudie dans un lycée privé. Elle est bonne élève, joue du piano à merveille. À 18 ans, elle veut prendre le large. Les récits de son père sur la ville lumière, où il se rend régulièrement pour son travail, la fascinent. C'est là-bas qu'elle souhaite étudier. À Paris, Fabienne s'inscrit en architecture, mais ce n'est pas pour elle. Alors elle bifurque en philosophie. Son père, grâce à son poste à l'ONU, lui a obtenu une bourse pour étudier. Mais pour cela, il doit fournir chaque année à ses employeurs un certificat de scolarité. Mais après la licence, Fabienne ne lui en donne plus. Il la relance, s'énerve, mais cela ne change rien. Fabienne, allergique à l'administration, ne lui en fournit pas. Étienne Cabou lui coupe les vivres. Sans succès. Père et fille ne se reverront plus. En vérité, Fabienne n'est plus inscrite en cours de philosophie. Elle n'est plus inscrite nulle part. Mais la jeune femme est intelligente et cultivée, alors elle donne le change. Et tout le monde pense que cette étudiante brillante travaille dur pour réussir ses études supérieures. Un mensonge qui en appelle un autre, et encore un autre. C'est l'engrenage. Pour subvenir à ses besoins, Fabienne devient babysitter. Pendant 3 ans, elle s'occupe des enfants de sa logeuse. Les petits l'adorent. Martine, l'une de ses tantes, habite à Paris. « Sors un peu », lui dit-elle. C'est ainsi que Fabienne Cabou, un soir de l'année 2001, se retrouve dans ce vernissage où elle ne connaît personne. Derrière elle, elle sent bien le regard insistant de cet homme aux cheveux poivre et sel. Quel âge peut-il avoir ? 50 ? 60 ans ? Il pourrait être son père. Mais il est bel homme. Michel et Fabienne ne vont plus se quitter. Michel Lafont a passé 10 ans en Afrique. Et dans les bras de Fabienne, il a à nouveau 20 ans. Le retraité est encore marié. Et même s'il ne vit plus avec sa femme, il ne veut pas que sa relation avec sa maîtresse s'ébruite. Fabienne n'a pas non plus l'intention d'en parler à sa famille, qui ne comprendrait pas qu'elle s'installe avec un homme blanc qui, en plus, a le double de son âge. Seule une amie de Michel est mise dans la confidence. Fabienne accepte cette vie secrète. Quand son compagnon lui demande de ne pas rester lorsque des amis viennent dîner, eh bien, elle accepte. Quand il lui demande, en plus, de préparer le dîner avant de se retirer dans la chambre à l'étage, elle accepte aussi. Fabienne serre les dents, mais elle n'a pas le choix, car chez Michel, elle est nourrie et blanchie. Et quand elle lui emprunte 40 000 € pour soi-disant aider sa mère dans un projet immobilier au Sénégal, Michel dit oui. Pendant ce temps, elle peut préparer sa thèse de philosophie. Seule, puisqu'elle est inscrite nulle part. Dans le plus grand secret, Michel et Fabienne s'aiment, partagent un goût immodéré pour l'art, la littérature et l'Afrique. Et tant que ça tient, personne ne dit rien. Michel a dépassé la soixantaine maintenant. Alors Fabienne a bien du mal à lui dire que dans son ventre grandit son enfant. Comment va-t-il le prendre ? Elle en a déjà fait passer 2, mais un 3e avortement, elle n'en a pas la force. La jeune femme est donc au pied du mur. Quand Michel lui demande si elle se sent bien et si elle n'aurait pas un peu grossi, elle répond qu'elle est sujette à des ballonnements. Les semaines passent et maintenant son ventre se voit vraiment. Alors, après 6 mois de grossesse, elle avoue « Tu vas être papa ». Mais il n'en veut pas, Michel, de cet enfant. Il a déjà une grande fille de l'âge de Fabienne. Mais elle lui promet qu'elle va tout gérer. Ce sera le sien, cet enfant. Et puis, elle a une idée. Elle confiera le bébé à sa mère au Sénégal, le temps qu'elle finisse sa thèse et qu'elle trouve un bon boulot. Michel accepte et se fait à l'idée de devenir à nouveau père. Fabienne passe ses journées dans l'atelier et coupe toute relation sociale. Seules ses promenades matinales au bois de Vincennes viennent rompre la monotonie de son quotidien. Aucune échographie pendant 9 mois, aucun suivi médical. Personne,
mis à part un peu Michel pour partager les joies d'une vie qui grandit en elle. Personne non plus pour se plaindre de son mal de dos et de ses aigreurs d'estomac. Fabienne n'a plus de sécurité sociale, plus de carte bancaire et plus de compte en banque. Elle devient un fantôme. Dans quelques semaines, elle donnera naissance à son enfant, mais rien ne va se passer comme prévu. 23 décembre 2013. Fabienne Cabou est de retour dans le bureau du juge. Il n'a jamais eu affaire à une telle personnalité. Une femme insondable, magnétique, froide et menteuse. Elle affiche un QI de 135, bien supérieur à la moyenne. Mais cela n'explique pas son geste. Le magistrat la questionne à nouveau sans relâche. 12 heures d'interrogatoire jusqu'à ce qu'il obtienne la vérité. Retour à Saint-Mandé, 1 an et demi plus tôt. Le 10 août 2012, en plein cœur de l'été. Après quelques jours passés avec son frère, atteint de troubles psychiatriques, Michel est de retour. Quand il ouvre la porte de son loft, Fabienne est assise dans le fauteuil, un bébé lové dans ses bras. Elle l'a prénommé Adélaïde. Cette image se grave dans la mémoire de Michel. La petite est née 5 jours avant le terme. Alors, les questions s'enchaînent et les mensonges aussi. Fabienne raconte à son compagnon avoir accouché à la maternité des Bluets 3 jours plus tôt. Et bien sûr, elle a déclaré l'enfant. D'ailleurs, elle ne mâche pas ses mots en parlant de sa fille. Elle est à moi, dit-elle. Michel ne reconnaîtra jamais l'enfant. Fabienne s'y oppose. En réalité, la jeune femme a accouché seule au beau milieu de l'atelier la veille. Elle ne s'est pas rendue à la mairie. Adélaïde n'a aucune existence légale. Les jours passent, Fabienne Cabou est prise dans une spirale de mensonges, d'hallucinations et de sorcellerie qui va la mener au pire. Devant le juge, et comme lors de son premier interrogatoire, Fabienne incrimine son compagnon Michel. C'est sa faute si elle en est arrivée là. Ce déserteur qui ne s'est jamais occupé de rien, qui n'a jamais compris sa souffrance et son isolement. Depuis qu'elle est avec lui, et encore plus depuis sa grossesse, Fabienne a coupé les ponts avec tout le monde, ses amis, ses parents. D'ailleurs, elle ne sait même pas vraiment où se trouve sa mère. Peut-être au Sénégal ou bien en Espagne. Michel n'a jamais voulu changer son mode de vie. Son monde n'était pas celui d'une enfant. Et la petite n'avait pas sa place dans ce couple. La vie qu'elle aurait eue, c'est comme si c'était une maladie dont je l'ai soustraite, dit-elle. Le juge n'y croit pas. C'est trop facile. On ne supprime pas un enfant car il n'a pas sa place dans un atelier d'artiste. La mère infanticide est au bout de ses arguments. Le magistrat suspend son interrogatoire. Dans les couloirs du palais, Fabienne sent que c'est le moment de dire la vérité. On va la prendre pour une folle, c'est évident, mais elle ne peut plus garder ça pour elle. Maître Roy-Nancion rapporte dans son livre « Droit au cœur » les propos de sa cliente que je vous lis. Maître, la seule explication qui me vient est que je suis victime d'un sort vaudou. En 30 années de carrière, la célèbre avocate, habituée des prétoires du Nord-Pas-de-Calais, n'a jamais entendu cet argument. La logique de cette femme lui échappe. Alors, avant la reprise de l'interrogatoire, Maître Roy-Nancion suggère au juge d'aborder le sujet de la sorcellerie avec sa cliente. Le magistrat est surpris, mais il tente. Madame, les faits qu'on vous reproche ont-ils un lien quelconque avec votre culture ? J'ai parlé de sorcellerie et je ne plaisante pas. Quelqu'un de stupide dans un coma éthylique ne fait pas ce que j'ai fait. Or, on dit que je suis intelligente. Puis, Fabienne Cabou n'arrête plus de parler. Depuis des années, elle entend des voix. Les murs de l'atelier de Michel grondent autour d'elle et une musique se met en marche toute seule. Elle doit se plaquer fort les mains sur les oreilles pour ne plus entendre, pour ne plus subir.
une énorme araignée noire et velue la poursuit dans tout le loft. Des papillons de nuit tournoient au-dessus de son lit quand elle dort. Ses pieds sont douloureux. Quand elle les regarde, elle voit 2 grosses escalopes panées. Elle les a montrées à Michel. Et ces maux de tête terribles qui l'empêchent parfois de se lever. Fabienne affirme être victime d'un sort. Des mauvaises fées ont décidé de lui en faire baver. À commencer par sa tante, Martine, celle qui habite à Paris et qui lui a présenté Michel. Elle est jalouse de sa relation avec le sculpteur, car elle était amoureuse de lui. Quant à la femme de Michel et sa première fille, elle ne les connaît pas, mais elles se sont liguées contre elle, c'est évident. C'est pour cela qu'il a fallu qu'elle consulte tous ces voyants et marabouts avec les 40 000 € empruntés à Michel. Adélaïde, personne n'en voulait. Elle aurait été malheureuse. Sa vie aurait été un enfer. Toutes les voix dans sa tête l'ont poussée à la tuer. Alors Fabienne raconte une fois de plus son voyage à Berck-sur-Mer, sous l'angle nouveau de la sorcellerie. Elle n'était pas maîtresse de ce qu'elle faisait. Tout le long de ce funeste séjour, elle a senti cette main dans le dos qui l'a poussée à commettre l'irréparable. Elle était un pantin à la solde d'esprits maléfiques. Elle a tenté de lutter, mais elle n'y est pas parvenue. Sur la plage, elle a regardé sa fille lovée dans ses bras. La voix lui parlait, elle sentait la pression d'une arme posée sur sa tempe. La lune est devenue son guide maléfique. Elle l'a regardée, elle était pleine et ronde. Elle aurait aimé qu'elle disparaisse. La voix lui a ordonné de se débarrasser de son enfant. Elle a vu les vagues et l'écume qui allaient avaler sa fille. Elle a tenté de résister encore, mais c'était impossible. Alors, elle a déposé Adélaïde sur le sable mouillé et s'en est allée presque en courant sans se retourner. Elle a tué son enfant pour la sauver d'un danger qui était pire que la mort. Comment, dans notre société occidentale, accepter ce discours où la magie noire pousserait une femme à commettre le pire des crimes, un infanticide? Et si Fabienne était plutôt atteinte de graves troubles psychiatriques? Comment ne pas y penser tant son discours paraît insensé et irrationnel? Le juge Hervé Vlaminck nomme 2 experts, le psychiatre Dr Louis Roure, qui connaît bien l'Afrique, et le psychologue Alain Penin. Et le compte-rendu des 2 hommes est surprenant. Selon eux, je les cite, Fabienne Cabou n'a pas de maladie mentale. Son attitude entre dans le cadre de pratiques de sorcellerie africaine. Son discernement a été altéré non pas en raison d'une pathologie mentale ou psychique, mais uniquement en raison d'une dimension culturelle. La sorcellerie l'a forcée à accomplir un acte contre nature, un fonctionnement magico-religieux qui a radicalement changé son rapport au monde. Voilà. Le juge a bien du mal à se résoudre à cette théorie, alors il demande une contre-expertise. « 27 mai 2014. Fabienne est incarcérée depuis 6 mois à la maison d'arrêt de l'Île-Séguedin. C'est une détenue modèle qui a réussi à se faire apprécier des surveillantes. Derrière les murs de la prison, elle avoue même s'être apaisée. 3 grands psychiatres sont désignés pour organiser un collège d'experts, Daniel Zaguri, Roland Coutenceau et Maroussia Vilquin. Ils vont examiner l'un après l'autre Fabienne Cabou dans la prison. Le docteur Daniel Zaguri, expert près la Cour d'appel de Paris, est un psychiatre très réputé. Il a témoigné dans de multiples procès pour d'importantes affaires criminelles, comme celle impliquant Guy Georges, Patrice Allègre ou encore Michel Fourniret. Après avoir rencontré à plusieurs reprises l'accusée, il résume. Elle décrit un syndrome d'influence, elle est poussée de l'extérieur, une force a pris possession de son corps et lui fait faire un certain nombre d'actes non voulus consciemment. Elle décrit un délire de persécution centré sur des femmes. Sa belle-mère, la première femme de Michel, sa cousine, des tantes. Tout un ensemble de personnages féminins malfaisants qui se sont penchés comme des sorcières sur le berceau de sa fille dont elle doit la protéger. Fabienne refuse de se voir malade,
Alors la seule explication à laquelle elle s'accroche est la sorcellerie. Voilà. Pour les 3 experts, Fabienne est donc atteinte d'une maladie psychotique. Ils parlent, je cite encore, d'une psychose délirante paranoïaque en secteur qui affecte certains de ses comportements sociaux. Et ils concluent à une altération du discernement dans une très large mesure, mais pas l'abolition totale. La mort d'Adélaïde est le point d'orgue d'une folie qui s'est donc déclenchée bien avant la grossesse. Si Fabienne Cabou n'a pas voulu déclarer sa fille à l'état civil, c'est pour qu'elle ne puisse pas exister. Et si elle n'existe pas, alors personne ne lui fera du mal. C'est donc une femme supérieurement intelligente, atteinte d'une maladie mentale, qui se dit victime d'un sort, qui va devoir répondre de l'acte le plus odieux devant une cour d'assises. Le meurtre de sa fille avec préméditation. Elle encourt 30 ans de réclusion criminelle. C'est Madame Claire Le Beaunois qui préside les assises. À l'accusation, le procureur Luc Frémiot, qui s'est rendu célèbre pour son combat contre les violences conjugales. Au moment du procès de Fabienne Cabou, il est au crépuscule de sa carrière de magistrat. Aux côtés de l'accusée, l'autre Fabienne, l'avocate Maître Roy Nancion, ténor du barreau, au regard doux et à la défense musclée. L'association L'Enfant Bleu a tenu à être partie civile au procès. Les parents de Fabienne Cabou sont là aussi, séparés l'un de l'autre. Ils se sont constitués partie civile. 10 ans qu'ils n'ont pas revu leur fille. L'existence de la petite Adélaïde, ils l'ont appris au moment de sa mort. Michel Lafont, le père de la fillette, 70 ans, apparaît dans un costume bleu, chemise blanche et cravate sombre. Il a les cheveux courts, une barbe blanche et une paire de lunettes aux fines montures. Le retraité s'assoit au premier rang, à côté de son avocat, Maître Christian Saint-Palais. Il attend des réponses de la part de la femme qui a partagé sa vie pendant 10 ans. Le public, lui, s'interroge sur la personnalité de cet homme, perçu comme un égoïste qui ne se serait jamais occupé de sa fille. Puis, c'est au tour de Fabienne Cabou, 39 ans, de faire son apparition dans le box des accusés. Elle s'installe tranquillement, se tient droite, le regard dénué de toute émotion. Elle porte une tenue sobre, chemisier blanc et chandail noir. L'accusée s'est coiffée d'un chignon, elle a de l'allure, un visage gracile. Elle le sait, le public veut sa peau. Après avoir déroulé succinctement sa vie, elle déclare. En 2011, je tombe enceinte d'Adélaïde. Elle est née en août et je finis par la tuer 15 mois après sa naissance. Je suis l'objet d'un maléfice, d'un sort que l'on m'a jeté. Vous n'y croyez pas parce que vous êtes blanc. Pour ma part, je suis aussi blanche que vous à l'intérieur parce que je vis en France depuis mes 18 ans et parce que j'ai été élevée par une famille catholique. Mais la sorcellerie est dans mes gènes et je sais que ça existe. Je suis comme vous. Je suis très sceptique parce que je suis cartésienne, mais je n'ai pas d'autre explication à mon comportement. Dans cette histoire, rien n'est cohérent. Quel intérêt j'aurais à me tourmenter, à mentir, à tuer ma fille ? J'ai parlé de sorcellerie et je ne plaisante pas. Même quelqu'un de stupide n'aurait pas fait ce que j'ai fait. L'autre hypothèse que vous me livrez, quelle est-elle ? La maladie mentale ? Non mais vous m'avez bien regardé. Je ne suis pas folle. Arrêtez avec ça. Luc Frémiot la trouve détestable. Il lui reproche de mentir. Alors elle s'emporte. La salle d'audience a pris des allures de ring où s'affrontent l'accusé et l'avocat général. Michel regarde ce spectacle désemparé. Il est même perplexe face à l'attitude de son ex-compagne. Quant à maître Fabienne Roy Nancion, elle se demande si sa cliente fait exprès d'être aussi froide et maladroite. Elle a passé des heures avec elle, au parloir, chez le juge. Oui, son crime est odieux, à aucun moment elle ne le remet en question, mais elle ne reconnaît pas la femme douce et qui parle habituellement avec tendresse de sa fille. Elle demande une suspension d'audience. Dans son livre Droit au cœur, elle raconte la scène. Que faites-vous ? À quoi jouez-vous ? On va droit dans le mur. Que souhaitez-vous ? Que voulez-vous de moi, Fabienne ? Que je me roule par terre ? Que je me mette un entonnoir sur la tête ? Je suis désolée, mais je ne peux pas. Voilà, c'est pas moi.
Reprise d'audience. L'avocat général avance pion par pion et démonte un par un les arguments de l'accusé. À commencer par Michel, l'homme à abattre, ce père dépeint comme un être indigne par Fabienne. Non, il n'est pas l'homme que l'accusé donne à voir. Il aimait sa fille et s'en occupait. Il n'y a qu'à l'écouter, le regarder s'exprimer à la barre devant la présidente. Le début de son histoire avec Fabienne commence comme un conte de fées, mais par la suite, on dirait bien que les deux amants n'ont pas du tout vécu la même chose. Il a profondément aimé Fabienne. Sa fille, Adélaïde, il ne l'aimait pas, il en était amoureux, dit-il. Cette petite boule de vie qui s'était immiscée dans la sienne avait bousculé ses habitudes, lui avait redonné une énergie qui sommeillait en lui. Il raconte la fusion de leurs cellules familiales secrètes, le bonheur de sentir le petit corps de son enfant quand il l'a cajolé. Les longues balades avec Ada au bois de Vincennes pour laisser le temps à Fabienne d'avancer sur sa thèse et le vide qu'a laissé son départ dans sa vie. Et de conclure, ma responsabilité est totale, j'ai protégé Fabienne, mais je n'ai pas pu protéger Ada. À la fin de son audition, les regards glaçants que l'on jetait sur cet homme en début d'assises se sont adoucis. Maintenant, on partage sa douleur et sa tristesse. Fabienne, toujours droite dans son box, n'en devient que plus cruelle. Et quand, l'avant-dernier jour du procès, les psychiatres qui ont expertisé Fabienne Cabou viennent témoigner sur la pathologie mentale de cette femme, il semble bien que ce soit trop tard. Les jeux sont faits. Luc Frémiot, qui défend les intérêts de la société, demande 18 ans de prison à l'encontre de Fabienne Cabou. Maître Jean-Christophe Boyer, avocat de l'association L'Enfant Bleu, dans sa plaidoirie, raconte « Ça arrange tout le monde que ce soit des malades qui fassent ça, mais l'assassinat d'Adélaïde est un infanticide comme un autre. » Et puis enfin, c'est au tour de maître Fabienne Roy-Nancion de prendre la parole. Un plaidoyer long pour que la folie de sa cliente soit prise en considération. Elle conclut par ces mots « Pourquoi Adélaïde est-elle morte ? Parce que sa mère est folle. » Les jurés se retirent et après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe. La mère infanticide est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Fait rare, ils sont allés plus loin que les réquisitions de l'avocat général. Fabienne Cabou encaisse, mais ne dit mot. Son avocate, maître Roy-Nancion, ne comprend pas ce verdict qui n'a pas voulu prendre en considération la folie de sa cliente. Cette femme a certainement davantage besoin de soins que d'enfermement. C'est la condamner à la folie. Il faut qu'elle soit prise en charge. Et à nouveau, on est à un cheveu de l'abolition totale du discernement. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ça. Face à cette peine qu'elle estime trop sévère, Fabienne Cabou décide de faire appel. Un nouveau procès est donc programmé devant la cour d'assises de Douai 1 an plus tard. À nouveau, elle risque la perpétuité. Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2017. La présidente de la cour d'assises du Nord se tourne vers l'accusée. Fabienne Cabou, il vous est reproché l'assassinat de votre fille Adélaïde. Plaidez-vous coupable ou non coupable ? Elle sanglote. Non coupable, Madame la Présidente. Et elle explique avoir agi par une énergie toujours malveillante. Quelque chose ou quelqu'un aurait agi en elle pour assassiner sa fille. Un peu comme si quelqu'un avait commandité la mort d'Adélaïde par ses mains et avait d'une pierre deux coups ruiné sa vie et ôté celle de sa fille. Et puis elle ajoute : Je me suis débattue durant les 2 années qui ont précédé sa naissance et j'étais épuisée. Le plus dur, c'est que j'ai vraiment le sentiment d'avoir été fauchée. Je veux savoir qui a tué ma fille. La personnalité de cette femme est toujours aussi énigmatique. Selon le docteur Maroussia Vilquin, appelée à la barre, Fabienne Cabou, qu'elle a rencontrée en prison, est malade mentale. À partir de 2008, décrit-elle, Fabienne Cabou ressent des phénomènes hallucinatoires. Murs qui grondent, douleurs lombaires, voix intérieure. Si elle ne déclare pas sa fille à l'état civil après sa naissance, c'est bien pour la cacher. Un sentiment de danger la poursuit. Elle se dit « Cet enfant n'existe pas,
Donc, il ne peut être attaqué. C'est une conviction délirante, décrypte l'experte. Mais la maladie s'aggrave, le scénario délirant qui la mènera à Berck s'élabore. Elle croit qu'un sort effroyable attend Ada. Je l'ai tuée pour la sauver d'un sort pire que la mort. Dans ce deuxième procès, maître Fabienne Roy-Nancion assure toujours la défense de Fabienne. Mais cette fois-ci, elle est accompagnée du ténor du barreau lillois, Franck Berton. Avec son physique de rugbyman, son visage buriné, il est un habitué des grands procès médiatiques, comme l'affaire d'Outreau, où il a défendu Odile Maréco et Franck Clavier, puis plus tard la Française Florence Cassez. C'est lui qui a proposé à sa consoeur de venir l'aider pour ce nouveau combat judiciaire. Le duo fonctionne à merveille. Fabienne Roy-Nancion est maternante, Franck Berton, lui, est sans concession à l'égard de Fabienne Cabou. Il plaide sa maladie mentale, sa face sombre et énigmatique. Cette femme n'est pas seule dans sa tête, elle vit avec l'autre, sa déraison, le mal, celui qui a tué sa fille. Fabienne Cabou est habitée, dira-t-il au journaliste de l'Obs. En tous les cas, la double défense semble porter ses fruits. Fabienne est finalement condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. C'est 5 ans de moins qu'en première instance. À l'issue de l'énoncé du verdict, elle tombe le masque et s'effondre dans les bras de son avocate. Malgré les 2 procès, la personnalité de Fabienne Cabou reste pour tous ceux qui l'ont côtoyée après la mort de sa fille un véritable mystère. Adélaïde Cabou, petite fille à l'existence éphémère, a été enterrée au cimetière de Cap-Écure, au carré des Indigents, juste au-dessus de la cité portuaire de Boulogne-sur-Mer. À côté de quelques angelots, sur une plaque de marbre, on peut lire « Adélaïde, princesse de la plage ». Sa tombe est régulièrement fleurie par des anonymes. Certains déposent même des peluches. Après 9 ans de prison, Fabienne Cabou est sortie. Elle est en liberté conditionnelle. La fin de sa peine a donc été aménagée. Elle vit désormais dans une ferme sociale dans le sud-ouest de la France avec d'autres femmes en fin de peine. Elle sera bientôt complètement libre. J'ai lu dans le journal La Voix du Nord que 80 ans avant Fabienne Cabou, en 1935, une autre femme avait abandonné son bébé sur la même plage. Triste sort, réservé à ces 2 bébés. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide, à la réalisation Sacha Rapin. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver cette histoire dans mon livre avec plus de détails. Le livre est toujours en vente et il est paru aux éditions Hachette. Je tenais également à vous remercier, vous tous qui nous écoutez, car chaque mois nous atteignons des records d'audience. À très bientôt donc pour une nouvelle saison.